À la une ce soir, 3 jours après le passage d'Irma, la sécurité des habitants de Saint-Martin est menacée. Les pillages se multiplient. Un couvre-feu a été ordonné depuis 18 h ce soir. La vie tente de reprendre. Certaines lignes téléphoniques ont pu être rétablies. On mesure aujourd'hui un peu plus l'ampleur des dégâts. Les quartiers pauvres sont les plus touchés. Le bilan humain s'alourdit de jour en jour. Le ministère de l'Intérieur fait état de 17 morts et 112 blessés. Les secours s'organisent depuis la Guadeloupe, devenue une base arrière, mais le mauvais temps a suspendu les liaisons maritimes, nous le verrons. La priorité absolue est aussi de rétablir l'électricité à Saint-Martin et Saint-Barth. Des agents EDF de Martinique et Guadeloupe s'apprêtent à rejoindre les îles sinistrées. Et alors que nos voisins se le relèvent à peine d'Irma, c'est José qui menace maintenant les Antilles. À quoi faut-il s'attendre? Nous ferons le point avec Jean-Noël Degrasse. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Direction d'abord Saint-Martin, c'est l'image du jour, celle des habitants, bagages en main, vous le voyez, qui s'amassent devant les grilles de l'aéroport de Grand-Case, côté français. Une évacuation aérienne vers Pointe-à-Pitre a été mise en place aujourd'hui via un avion ATR et l'avion Casal des Forces armées. Et des vols réservés en priorité aux femmes et aux enfants, en plus des malades et des femmes enceintes. C'est pas grave. On a trois avec les petits bébés. Voilà, on va essayer. Et parce que comme ça, les hommes disent que c'est mieux à couper comme ça. Il faut mieux gérer la situation ici. Voilà. Vous essayez de faire partie les femmes et les enfants? Oui, bien sûr, c'est normal. Ouais. Pourquoi vous êtes chez vous, vous avez perdu Non, pas nécessairement, mais c'est l'après cyclone. Et puis le prochain qui arrive aussi, ça va peut-être être un peu difficile. Mais après, ça va mettre quand même plusieurs semaines, voire mois. Je préfère qu'il soit loin. Moi, je peux gérer. Voilà pour ces réactions et cette inquiétude sécuritaire cette fois. Depuis ces dernières heures, les pillages se multiplient. Plus de 400 agents des forces de l'ordre sont arrivés en renfort. Voyez le reportage de notre confrère de TF1, Laurent Aubaine. Vous êtes de sales voleurs. Vous êtes la honte de cette île. En l'absence de forces de l'ordre, certains tentent d'empêcher les pillages. Scène filmée au téléphone portable par une population terrorisée à l'idée de sortir dans des rues livrées aux violences et aux voyous qui n'ont même pas attendu la fin du passage de l'ouragan pour piller. Dehors, c'est le chaos, j'ai vu des choses de pillage. Toutes les boutiques ont été dévalisées, même pas le lendemain, le jour même. Les télés, les denrées alimentaires, il y avait les bijouteries, les lunettes, tout a été pillé. Tout a été pillé et on l'a vu et on ne peut rien faire. Sans limite et sans retenue, dans une petite rue de la ville, un magasin d'électroménager est totalement dévalisé. Un peu partout, des chariots se remplissent, illégalement bien sûr. Et dans les quartiers tous dévastés de l'île, chaque silhouette qui se déplace dans les décombres semble suspecte. Suspect également un transport d'électroménager devant des forces de police totalement débordées. Ce qui n'est pas détruit a été vandalisé, piqué. Dans Marigot, voilà, il y en a qui se baladent avec des clubs de golf, avec des trucs comme ça. Voilà, c'est l'anarchie complète. Il n'y a pas de police, on n'a pas eu une seule police depuis le cyclone. Il n'y a pas eu un seul gendarme dehors. Le seul endroit où il y a des gendarmes, il y a 15 gendarmes qui entourent l'hôpital. Et voilà, c'est tout. Avec le début de la journée sur Saint-Martin, militaires néerlandais et gendarmes français se sont déployés, principalement dans les zones commerciales. Quelques interpellations ont eu lieu. Quelques cargaisons ont été récupérées. En attendant les renforts, 400 hommes en route depuis la métropole. Et je vous le disais, un couvre-feu a donc été instauré depuis 18 h ce soir. Les habitants ont donc commencé à déblayer les routes et certaines lignes téléphoniques ont pu être rétablies. On mesure ainsi un peu plus l'ampleur des dégâts. Les quartiers les plus pauvres sont les plus touchés. Reportage de nos confrères de TF1, Jocelyn Huchet et Patricia Godefroy. Pas un endroit n'a été épargné par Irma. Et c'est à Philipsburg, dans le sud de l'île, que l'ouragan a frappé en premier. Les habitations précaires de ces quartiers plus pauvres sont presque toutes au sol. Ici, le nettoyage des débris a déjà commencé. Rentrés chez eux il y a quelques heures, les habitants sont désemparés. C'était beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Il y a beaucoup de choses qui s'est cassées, on a perdu tout. À Saint-Martin, il n'y a toujours pas d'eau courante. L'électricité est réservée aux urgences et le téléphone revient au compte-gouttes.
Eux sont juste revenus chercher quelques affaires avant de rejoindre un abri en dur. Plus au nord, dans la baie de Netley, une fine bande de terre a été dévastée par les vagues de plusieurs mètres qui ont déferlé sur certains endroits de l'île. Les habitants avaient fui quelques heures plus tôt, avant l'arrivée d'Irma. De chaque côté de la route. Hein. Ah oui. Ces familles désespérées tentent de récupérer ce qui peut l'être. On est dans celui-là, là. Donc la mer a traversé, il n'y a plus rien, tous les meubles ont été enlevés, la cuisine a été arrachée, il n'y a plus rien, plus rien. À peu près toute notre vie est là, dans ce petit carré-là. Donc voilà, on est vivant. Heureusement qu'on est parti. J'arrive pas à pleurer parce que je n'ai pas une réaction normale. Si vous aviez une cuisine neuve, un deck. On avait le paradis là. On avait le paradis, on a l'enfer. Voilà. À bout, un habitant utilise les réseaux sociaux pour lancer un appel à l'aide. De toute façon, là, on va crever. Et la dalle, c'est une chose, mais d'abord, on pense à demain matin. À 8 h, on va prendre encore un cyclone de catégorie 3 qui est gavé d'eau. Donc l'eau va faire encore plus de mal que le vent. La plupart des routes sont maintenant praticables. Mais les hôtels sur la plage, qui faisaient la réputation touristique de l'île, sont dévastés. Saint-Martin mettra des années à se relever d'une telle destruction. L'île de Saint-Barth a le mieux résisté au passage d'Irma. Pas de victimes à déplorer, mais elle est aussi méconnaissable. Voyez le reportage de notre confrère Pierre Barretti de TF1. À l'inverse de Saint-Martin, après le passage d'Irma, l'île de Saint-Barthélemy n'a pour l'instant dénombré ni victimes, ni connu de scènes de pillage. Mais les dégâts sont identiques, toitures arrachées, arbres déracinés, rues inondées, routes barrées. Ici, les habitants ont dû retrousser leurs manches seuls pour nettoyer, déblayer ensemble des quartiers dévastés. Et les efforts ont payé. Il y a une solidarité exceptionnelle. Tout le monde est au travail ce matin. Toutes les routes sont déjà dégagées. Ça va nous faire du bien d'avoir de l'aide, mais de toute façon, à la base, on n'est pas en train d'attendre que les gens viennent nous aider et qu'on ne fout rien. Le nerf de la guerre là-bas, c'est l'énergie. La centrale EDF de Gustavia vient juste d'être remise en marche. Elle redémarre très lentement ce soir, mais prudent, les habitants veulent être autonomes avec leur propre groupe électrogène. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'électricité. Donc si on peut avoir des groupes électrogènes en attendant que l'EDF puisse rétablir sur toute l'île, ça et des bâches pour couvrir les maisons. Ça, c'est immédiat. Les colonnes de secours parties de Guadeloupe doivent arriver par bateau à Saint-Barthélemy. Les habitants de l'île espèrent avec les secouristes consolider leur maison et se mettre à l'abri, car la menace des pluies de José se rapproche désormais très vite et chaque minute compte pour se protéger. Direction la Guadeloupe qui, vous le savez, est devenue une base arrière pour les secours. Mais la difficulté reste encore de pouvoir acheminer ces secours vers l'île sinistrée. Un bateau est parti la nuit dernière, mais les liaisons ont dû être suspendues en raison du mauvais temps et les avions partent au compte-gouttes. Voyez ce reportage de notre équipe sur place, Marie Tricot et Michelet François. 1, 2, 3. OK. Dans cette malle, du matériel informatique en partance pour Saint-Martin. L'urgence, rétablir la communication entre l'île sinistrée et le reste du monde. Des groupes électrogènes, de l'essence, des lits d'appoint complètent le chargement du CASA de l'armée de l'air. Depuis ce matin, 3 tonnes de fret sont parties depuis la base aérienne pour les îles du Nord. En plus des moyens logistiques, une 50aine de gendarmes et des personnels de santé ont embarqué pour rejoindre les secours déjà déployés sur place. Au sol, les packs d'eau et les rations de survie continuent d'arriver de métropole. Une partie sera envoyée sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'autre restera ici, à Pointe-à-Pitre, pour les équipes d'appui. Pour le moment, on est en train de reconstituer nos vivres de secours. Il y a quelques vivres qui sont déjà partis avec les détachements de gendarmerie, détachements de police. Donc on recomplète nos secours en attendant soit de fournir pour Saint-Martin, soit avec le cyclone José, être en mesure de réagir pour la Guadeloupe. L'organisation des secours est également médicale. C'est ici, au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, que 18 sinistrés de Saint-Martin ont été acheminés hier, faute de pouvoir recevoir les soins sur place. En priorité, le CHU accueille les patients atteints d'insuffisance rénale, devant être dialysés plusieurs fois par semaine. Qu'ils aient besoin de soins qui ne puissent pas être distribués sur Saint-Martin. Si vous avez juste une petite écorchure, il est clair qu'on ne va pas forcément vous faire revenir sur Pointe-à-Pitre. Par contre, quand vous avez besoin de soins lourds, dialyse, de chirurgie, que vous avez des soins de réanimation, des choses comme ça, qui ne sont absolument pas organisables sur Saint-Martin actuellement, il faut que vous soyez évacués. 60 autres victimes de l'ouragan sont déjà en route pour l'hôpital.
D'autres continueront d'arriver tant que l'eau et l'électricité ne seront pas rétablis sur Saint-Martin. Alors que le bilan des victimes s'alourdit de jour en jour, aux dernières nouvelles, le ministère de l'Intérieur a fait état de 17 morts dans les Caraïbes, dont 9 à Saint-Martin et 112 blessés. En Guadeloupe, toujours plusieurs chaînes de solidarité se forment via les médias et les associations locales. Marie Tricot et Michelet François. Vous récoltez des dons, c'est ça? Alors, où exactement? Cette auditrice lance un appel aux dons sur l'antenne de la radio locale. On demande aux Guadeloupéens, à la population de vous contacter pour remplir bien sûr ce conteneur le plus rapidement possible. Des associations, mais aussi des particuliers sur l'ensemble du territoire ont spontanément créé des chaînes de solidarité. Objectif, remplir un maximum de containers en partance pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les auditeurs cherchent à savoir où se trouvent justement les points de collecte. C'est important qu'ils le sachent pour qu'ils puissent se déplacer et les déposer. Alors ils peuvent nous dire également, ils nous demandent quelles sont les priorités en matière de première nécessité. Dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, des bénévoles de diverses associations se regroupent pour coordonner leurs forces. La salle est trop petite pour tous les accueillir. La population, en tout cas guadeloupéenne, a connu Hugo et cet élan de solidarité a existé à l'époque, donc il est tout à fait normal pour des îles françaises ou non d'ailleurs, puisque les îles anglophones également sont touchées, qu'on soit présent et qu'on puisse apporter ce qui est nécessaire. Cette ascendance caribéenne que nous avons, je tiens à l'honorer aujourd'hui dans le malheur et à être aux côtés de nos frères caribéens. Sandra est native de Saint-Martin. Elle sait juste que sa famille est en vie. Dans l'attente de pouvoir établir une communication, elle organise une collecte sur son lieu de travail. Les chaussures, vous voyez, vêtements, eau, tout ce qui est aliments secs, riz, saucisses et un peu de tout. De l'eau, de la nourriture, des vêtements. La jeune femme espère remplir un container de 40 pieds, mis à disposition par un généreux transitaire. L'essentiel est destiné à un quartier très populaire de l'île, qui n'est plus que ruine après le passage d'Irma. C'est mon plus gros espoir, c'est remplir ce conteneur avec matelas, tout. Parce que c'est un gros quartier où il y a énormément de personnes qui habitent et vraiment les aider. Parce que j'ai vécu Louis, j'avais à l'époque peut-être 16 ans, je crois, si je ne me trompe pas, et c'était horrible. Le conteneur se remplit vite. Il devrait partir d'ici lundi. Toujours en Guadeloupe, 3 associations ont notamment organisé une opération de solidarité en faveur des enfants victimes d'Irma. Voyez ce reportage aux abîmes d'Yvan Lemar. Biberons, lingettes, vêtements et autres produits pour bébés ou pour enfants en bas âge sont récoltés depuis 2 jours au local de Blue Melody School. Objectif, rassembler le maximum de dons pour les enfants de Saint-Martin. Il faut déjà savoir une chose, c'est que nous avons fait le choix de cibler notre collecte. On cherche en particulier les produits qui concernent les nouveau-nés, les bébés, les nourrissons et aussi les enfants en bas âge. Donc c'est vraiment pour pouvoir cibler la collecte, pour pouvoir surtout être efficace dans la distribution. Après, c'est vrai que nous avons fait circuler le mot sur les différentes plateformes, les différents réseaux sociaux et les gens nous contactent tout simplement, contactent les associations, Blue Melody School, Sicrier et Kamojaka, puisque c'est une association de ces 3 structures. Et à ce moment-là, ils viennent spontanément dans nos différents locaux, à Mornalo pour Kamojaka ou encore à Chauvel pour Blue Melody School et Sicrier, nous confier leur cabale, leurs cartons et leurs sacs tout simplement de tout ce qu'ils auront pu récolter. Les dons récoltés seront envoyés par conteneur ou par avion et une plateforme de suivi sera mise en place. On ne veut pas travailler dans la précipitation. Les services d'État sont très bien rodés pour pouvoir faire les choses dans la réactivité immédiate. Les pays auront besoin de nous sur la durée. Donc nous, on a le temps de mettre en place cette plateforme. Et via les réseaux, les gens sauront en temps et en heure ce qu'ils donnent, mais où tout ce qu'ils donnent ira, tout simplement. Donc on va les inviter à nous suivre pour s'assurer de ce suivi. Et puis parallèlement, une fois que la logistique sera mise en place, le peuple sera au courant, on va communiquer dessus et on partira nous-mêmes pour nous assurer que l'on aura réceptionné à Saint-Martin et que l'on aura distribué aussi nous-mêmes à Saint-Martin. C'est très important. Une fois sur place, la distribution et l'aide aux victimes seront organisées. Nous avons été contactés par plusieurs autres organismes qui, eux, n'ont pas la possibilité de faire les récoltes, mais qui ont les moyens financiers et techniques pour nous aider au réacheminement de tout ce qui aurait été récolté sur le territoire. Donc nous aurons d'une part
cet axe logistique qui sera mis en place avec ces personnes qui nous ont contactés, mais nous aurons aussi une partie de la structure de personnel qui ira sur place pour la distribution. Et il faut savoir aussi que par rapport à Sicrier Blue Melody School, nous avons aussi des professionnels de la petite enfance, donc ils sont tout à fait habilités à assurer une cellule pour réconforter, pour aider, prêter main forte directement à ce public ciblé des enfants et des nourrissons, j'ai envie de dire. Des points de collecte sont disponibles à Chauvel-Abîme, à Morne-à-l'Eau et à Sainte-Rose. L'ouverture de lieux de collecte est aussi prévue à Paris. Et l'une des priorités absolues est maintenant de rétablir l'électricité à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. 10 agents EDF volontaires se sont envolés à la mi-journée pour la Guadeloupe avant de rejoindre Saint-Martin. Voyez les réactions du responsable du réseau d'exploitation au micro d'Alvin Courcy. Nous, on va intervenir surtout au niveau des lignes, donc des lignes 20 kV, moyenne tension. D'accord, donc on va remonter les fils qui sont tombés suite à des chutes d'arbres ou pas même sous l'effet du vent. Et on fera la même chose au niveau de la basse tension, donc la tension d'utilisation 220-380 volts sur les réseaux basse tension. Donc dans un premier temps, vous comprenez bien qu'on va faire un diagnostic pour voir l'état des ouvrages suite au passage du cyclone. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on passera aux réparations. On a aujourd'hui une barge qui va partir de la Martinique pour acheminer du matériel à Saint-Martin, d'accord ? Du matériel à Saint-Martin, alors du matériel en termes de matériel de véhicules et de matériel pour réparer les réseaux, d'accord. Et puis je vous disais précédemment qu'on a un spécialiste de la production qui est déjà sur place, qui aide à la remise en marche de la centrale de Saint-Martin. Et face à l'urgence, le déploiement des moyens de secours et d'intervention est accéléré. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que 1100 agents de l'État seraient déployés d'ici demain à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des renforts qui arrivent donc de toute la Caraïbe. En Guyane également, des agents EDF s'apprêtent à rejoindre les îles sinistrées avec du matériel. Voyez les propos du chef de réseau EDF Guyane au micro de Caroline Alcide. L'ensemble d'entreprises, et particulièrement EDF Guyane, est mobilisé dès le premier jour suite au passage de l'ouragan Irma. L'opération et le bilan établi fait état de dégâts importants. C'est pour cela que EDF a décidé un appui logistique avec un hélicoptère affrété depuis la Guyane. L'appui logistique, et en particulier l'hélicoptère, permettra de pouvoir transporter très rapidement, de pouvoir faciliter le diagnostic sur place, de pouvoir faire des visites très rapidement, et aussi de pouvoir transporter du matériel entre la base reculée qu'est l'île de la Guadeloupe et les deux îles du nord que sont Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Évidemment, tout cela se passera sous la responsabilité des équipes de Guadeloupe qui ont en charge l'exploitation des réseaux et qui vont précisément indiquer comment la conduite des opérations. Mais globalement, il s'agit effectivement de pouvoir, dans un premier temps, poursuivre le bilan, le diagnostic qui est en cours, et dans un deuxième temps, de venir en appui aux équipes sur le dépannage, dans le transport de matériel, entre l'île principale, la Guadeloupe, et les deux îles du Nord. Bien entendu, c'est la solidarité qui s'exprime entre l'ensemble des unités EDF dès lors où il y a une entité qui est concernée par des cyclones ou autres de ce type. L'ouragan Irma se dirige maintenant vers Cuba et la Floride. Et dans son sillage, José, lui, se renforce. L'ouragan a aujourd'hui été placé en catégorie 4. Saint-Martin et Saint-Barth sont d'ores et déjà placés en vigilance orange cyclonique. Jean-Noël Degrasse, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, un mot concernant Irma. Le phénomène s'éloigne. Quelle est maintenant son intensité et sa trajectoire exacte, pour commencer? Alors, Irma est toujours un ouragan majeur. Alors, il a perdu un tout petit peu en vent, donc c'est un catégorie 4, mais ça reste un ouragan avec un potentiel destructeur énorme. Il est en train de passer entre les îles sud des Bahamas et Cuba. Alors, c'est un petit peu de chance parce que c'est un ouragan assez concentré quand même. On l'a vu quand il est passé sur les petites Antilles. Les dégâts sont très très importants, mais dans un périmètre limité. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le nord de Cuba, pour les Bahamas aussi, qui sont plus fragiles. Et la grosse question, c'est va-t-il tourner avant la Floride ou va-t-il tourner sur la Floride et Miami ou après? Et ça, mais on le saura demain. Et donc, José, lui, se rapproche des îles du Nord. L'état d'urgence a été déclaré
arrêt à Barbuda notamment. Faut-il craindre un autre épisode apocalyptique pour Saint-Martin et Saint-Barth? Alors, il faut trouver le juste milieu entre faire du surcatastrophisme et quand même bien informer. Alors, petite correction, hein, maintenant on est en vigilance rouge, cyclone. Hein, pour, vous faites bien de nous le dire, voilà, c'est parce la que dernière information qui est tombée. Bon, en tout cas, c'est en train de se jouer là, mais c'est rouge. Pourquoi? Parce que l'ouragan José, environ 300 km actuellement au large de la Guadeloupe. On peut bien le suivre maintenant sur les radars de Guadeloupe et on le voit, il remonte vers le nord de l'Arc-Antillais, mais très lentement. On le voyait à l'écran, oui, tout à fait. Donc c'est un ouragan aussi très concentré. Donc ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. S'il passe à 100 km des petites îles des Antilles, ça va être bon. S'il passe à moins de 50 km, ça va pas être bon du tout. Et pas bon en quoi? En houle cyclonique, à nouveau, en vent. Il peut y avoir 100, 120, 150 km/h de rafale et en forte pluie. Et donc on sait, après une extrême vulnérabilité, comme sont actuellement les îles touchées, forcément, vous imaginez 100 km/h de vent, des pluies, même si ce n'est pas des pluies diluviennes comme Irma, mais des grosses bandes de pluie, ça peut suffire pour vous comprenez, il va y avoir une catastrophe supplémentaire qu'on veut éviter, d'où cette vigilance rouge. Voilà, justement, est-ce que le phénomène pourrait compliquer davantage le cheminement des secours et ceux qui seront dépêchés sur place? On l'entendait il y a quelques instants dans un reportage, mais voilà, est-ce que ce serait encore plus compliqué avec ces pluies Oui, alors la bonne nouvelle, entre guillemets, hein, c'est que ça va passer assez vite. Donc c'est-à-dire que c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas prendre de danger supplémentaire, ne pas mettre des vies à nouveau en danger. La mer va être très compliquée, là, puisque de la houle cyclonique, y compris, arrive déjà en Martinique, elle va arriver en Guadeloupe, elle va arriver aussi sur les îles du Nord, donc effectivement les trajets en bateau sont compliqués. Au niveau aéronautique, c'est pareil, il ne s'agit pas d'aller partir et d'atterrir dans des conditions qui ne sont pas faisables, donc c'est vrai que ça va retarder un peu, mais en même temps, ça ne s'est jamais vu avant, on peut dire. 2 ouragans majeurs qui, 3 jours l'un après l'autre, passent au même endroit quasiment, c'est du jamais vu, c'est exceptionnel. Voilà, on va y revenir dans un petit instant. Nous sommes placés ce soir en vigilance jaune, voilà, c'est exact. Jaune, mais uniquement pour la mer, dangereuse à la côte. C'est-à-dire c'est que côté Atlantique en plus, c'est la houle cyclonique qui vient du large. Quand José était environ 600 km, ça commence à arriver, 2 mètres, on aura 2,50 mètres, peut-être 3 mètres. Bon, pas de choses catastrophiques bien évidemment, mais une grande prudence sur le littoral atlantique et sur le récif. Et justement, à quoi faut-il s'attendre chez nous? Est-ce qu'on sera épargné? Oui, tout à fait. Là, il est vraiment en train de remonter. Je vous le disais, là, il a passé la latitude de la Guadeloupe maintenant, donc aucun danger pour la Martinique de voir l'ouragan José arriver. Je vous le disais, le seul danger, la houle, pour le moment, on surveillera après les bandes de pluie. Vous savez, à l'arrière, des fois, il se forme un peu des pluies, comme on a eu derrière Irma, quelques pluies intenses, surtout sur le relief. Mais bon, rien de dramatique pour la Martinique. Il y a aussi un nouveau phénomène qui arrive, Katia. Est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce que c'est trop tôt pour s'inquiéter encore? Alors, Katia, ce n'est pas le nouveau phénomène qui arrive à l'Atlantique. Katia, c'est le 3e ouragan. Actuellement, on a 3 ouragans en même temps, mais il est côté du Mexique. C'est inédit, hein, vous le disiez aussi. Oui, alors, c'est déjà arrivé, c'est rare. Ça arrive en 2010, en 1998, mais bon, Katia ne nous concernera pas du tout. C'est un ouragan qui est en train de stagner un petit peu au large des côtes du Mexique, qui va atterrir sur le Mexique incessamment sous peu, donc il ne nous concerne pas. Bien évidemment, à la question, y en aura-t-il d'autres après José? On est en plein cœur de la saison cyclonique. Et c'est une saison cyclonique qui s'annonce plus active que ce qui avait été anticipé par les spécialistes. Pourquoi? Parce que la température de l'océan est beaucoup plus chaude. Et parce que aussi la mousson africaine est très active. Il y a des inondations en Afrique, il y a des lignes de grêle en Afrique. Et c'est de là que naissent les ondes tropicales et donc de là que naissent nos cyclones. Justement, rappelez-nous le site pour s'informer en temps réel. Alors, le site pour avoir la vigilance officielle, le suivi cyclonique, météofrance.gp. Toutes les 6 heures, il y a de la vigilance qui est mise à jour, des communiqués d'activité cyclonique qui sont mis à jour, dont vous pouvez suivre toute l'actualité sur ce site-là. Et puis on essaye de relayer un petit peu sur les réseaux sociaux et via les médias, bien évidemment. Voilà, pas de désinformation. Et donc les évacuations sanitaires sont en cours. Si vous souhaitez, vous aussi, venir en aide aux victimes en hébergeant notamment des sinistrés, vous pouvez le faire dès à présent. Il vous suffit d'envoyer vos noms, prénoms, adresse, numéro de téléphone, email, votre type d'hébergement et votre capacité d'accueil à l'adresse qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Donc tout attaché et au singulier, solidarité hébergement 972@gmail.com. Merci Jean-Noël Degrasse pour toutes ces précisions. Nous vous en parlions hier déjà au bourg de Schellcher. La rivière Cazenavir est brusquement sortie de son lit suite aux fortes précipitations, provoquant d'importantes inondations et l'évacuation en urgence des écoles Anse Madame A
et B. Le phénomène s'est déjà produit, mais l'heure est au questionnement. Comment expliquer l'intensité de la crue? Alvin Courcy. Pourquoi le niveau de la rivière Cazenavire est monté si brusquement hier après-midi? Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène. La rivière descend des Carbets et comme il pleut beaucoup plus là-bas, moi je pense que la crue d'eau fait que ça déborde en fait. Les sols sont déjà gorgés d'eau, donc... C'est pour ça que ça a été aussi important. Je pense. Il y a des barrages qui se forment avec des branchages. Ça fait comme les castors et une fois que la résistance ne peut plus tenir, ça se brise. Les Martiniquais sont bien au fait des raisons qui ont provoqué cette brusque montée des eaux, comme nous le confirme ce professeur. Suite au passage de l'ouragan, il a plu énormément. Et donc, il y a de fortes chances que sur les bassins versants en amont, c'est-à-dire en montagne, il y ait eu des micro-glissements de terrain qui ont peut-être obturé une partie du lit de la rivière. Et ces barrages cédant, on a donc des flots de boue, d'eau qui arrivent de façon relativement subite. Et ça, c'est particulièrement dangereux pour les populations riveraines. Le deuxième élément, c'est que comme il a plu aussi quand même pas mal dans les jours, suite au passage de l'ouragan, les sols étaient gorgés d'eau et donc vous avez donc ces sols qui vont relarguer leur eau associée au premier phénomène auquel je viens de faire allusion. Heureusement, aucun enfant de l'école Anse Madame n'a été affecté par l'augmentation du niveau de l'eau, un phénomène qui aurait pu être prévenu et diminué. Certaines rivières ne sont pas entretenues comme elles l'auraient dû l'être. Parce que les rivières, Dieu seul sait qu'il y a des barrages d'embâcles qui se forment. Alors ça, c'est un élément aussi qui peut rentrer en ligne de compte. C'est que des bambous, des branches d'arbres, des macro-déchets se soient aussi enchevêtrés et formés aussi des micro-barrages qui, en cédant, génèrent ces lames d'eau. D'où la nécessité d'entretenir les lits des rivières et particulièrement les lits mineurs plusieurs semaines avant le passage des phénomènes et non pas après les phénomènes. Avec l'arrivée de José ce week-end, la prudence est de mise aux abords des cours d'eau et rivières de notre île. Restez avec nous dans le reste de l'actualité. La grogne des parents d'élèves de l'école du Bourg au Diamant. Trop d'enfants dans certaines classes de CE2 notamment, selon eux, alors que dans une autre école, à quelques encablures de là, 2 salles seraient vides. Vous le verrez. Vous découvrirez ensuite des femmes qui ont choisi d'embrasser des carrières habituellement réservées aux hommes. Ce sera dans quelques instants. Mais pour l'heure, je vous le disais, les parents d'élèves de l'école du Bourg au Diamant sont en colère. Tôt ce matin, ils ont protesté contre le nombre, selon eux, trop important des élèves dans les classes de CE2, car à quelques encablures de là, une autre école de la commune, celle de Carrières, disposerait de 2 classes inoccupées. Pour les parents d'élèves, c'est à n'y rien comprendre. Les explications de Johan Boulard. Est-ce que vous êtes au courant qu'il fait 38-40 degrés dans les classes, qu'il n'y a pas de ventilateur? Est-ce qu'il y a 26-27 enfants? Discussion houleuse aux abords de cette école primaire. Au cœur des débats, les conditions de scolarisation des 200 enfants de l'école Justin Roch, notamment les classes de CE2 les plus surchargées. Les locaux sont vraiment vétustes. Au-delà de ça, il y a un problème de température dans les classes aussi. Il fait très très chaud. Il faut savoir aussi que cette école est encadrée par 2 routes très passantes, donc c'est très bruyant. Tout le monde s'en plaint. C'est difficile pour les enfants de travailler avec la chaleur et le bruit. Selon le collectif et les parents mobilisés ce matin, les élèves de CE2 pourraient intégrer l'école de Carrières, tout récemment inaugurée sur les hauteurs du Diamant. Des espaces y seraient encore disponibles. Vous avez 12 salles de classe et seulement 10 qui sont occupées. Et on continue à laisser en bas, au Diamant, des enfants entassés dans de petites salles de classe exiguës, très petites, en dessous des normes. Je trouvais logique que tous les CE2 aillent à Carrières. Après, tout peut se discuter, mais voilà, il faut qu'on se réunisse et puis qu'on voit ce qu'on peut faire. Nous avons contribué, puisque financièrement, par rapport à nos impôts, nous avons contribué pour cette école. Elle est là, il y a 2 classes vides. Mais nous sommes d'accord que les enfants aillent dedans pour mieux travailler. Vous avez parlé de racisme. Comment vous pouvez... Parent d'élève lui aussi est proche de la direction de l'établissement. Christian n'est pas du même avis. Pour lui, plutôt que de déménager quelques élèves, c'est l'école tout entière qu'il aurait fallu rénover. On parle de racisme, on parle de 2 classes, c'est parce que les enfants sont dans de telles situations. Mais si vous enlevez 2 classes et les autres qui sont là, les autres classes, ça veut dire qu'on s'en fout des employés, on s'en fout des gens. C'est ça le problème. Si vous vous battez, il aurait fallu que vous vous battez pour d'abord reconstruire l'école en bonne et due forme de l'école du Bourg, que je rappelle, qui a 77 ans. La municipalité, elle, assure avoir fait le nécessaire pour accueillir les écoliers dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, dans l'école du Bourg,
les salles ont été réaménagées pendant les vacances de telle sorte que les salles sont aux normes et peuvent recevoir les enfants dans les meilleures conditions de travail. Alors, quelle solution ? L'inspectrice de la circonscription du Sud que nous avons tenté de joindre n'a pas souhaité communiquer sur le sujet. Le rectorat affirme faire confiance à la municipalité et aux équipes pédagogiques pour gérer cette situation de crise. Pas sûr que le collectif l'entende de cette oreille. En bref, et toujours au chapitre éducation, hier, après près de 10 jours de blocage du lycée agricole de Croix-Rivaille à Ducos, une dizaine de membres du collectif de soutien à Philippe Aurore a été reçu par le préfet de région. Le collectif s'oppose à sa mutation en Guadeloupe. C'est Franck Robin qui est à l'initiative de cette médiation afin de lever le barrage pour la rentrée générale. Le référé déposé par Philippe Aurore sera débattu le 19 septembre prochain. La rentrée a donc été pour l'heure repoussées. Elles sont 12 femmes à choisir d'embrasser des carrières dites d'hommes, issues de filières agricoles et environnementales. Les femmes que vous allez découvrir reprennent leurs études. Johan Boulard les a rencontrées pour leur pré-rentrée aujourd'hui à l'étang Abricot au Lamentin. Voyez leur réaction. Je me suis toujours intéressée au BTP en général. Mon objectif vraiment, c'est d'être chef de chantier. Donc si après ça vient à ce que ça soit ça, allons-y. C'est une formation qui est majoritairement occupée par des hommes et c'était de proposer des actions de formation et de qualification à des femmes qui en ont émis l'idée, le souhait, de pouvoir les qualifier pour après les mettre sur le marché du travail. C'est né d'un challenge suite à un rendez-vous commercial avec Karl Morin, directeur de Sogea Martinique, où je mettais en avant que Randstad pouvait l'accompagner sur des formations. Et il m'a pris au mot et il m'a dit « Banco, et si on faisait une formation de maçon finisseur au féminin ?» Nous, centre de formation des métiers du BTP et annexes, nous avons répondu favorablement à cette demande et nous avons mis en place avec les différents partenaires la formation. Donc les 12 stagiaires devront effectuer un séjour au CFA BTP, d'accord, un centre 330 heures au CFA BTP, assorti d'une période en entreprise de 70 heures, et aussi un volet de 120 heures de risque professionnel et prévention santé au travail. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le journal de BFM TV. Je vous retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout de suite.